Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. On est dans les dernières heures du Mercato, vous le savez, mais tout d'abord, avant de parler évidemment de ce Mercato dans l'émission, il y a un programme et il est chargé, le voici tout de suite. L'OM et Monaco se séparent sur le score de 2 partout. Beaucoup de débats dans cette émission autour de ce match, notamment le cas Payet qui fait beaucoup parler après ce match nul. On évoquera également Bouna Sarr, toujours très bon, avec un petit football fiction Mercato où on évoquera peut-être un départ. Et enfin, Guido Pizarro, la rumeur de ces derniers jours, argentin du FC Séville. Pour en parler, évidemment, on a notre petite tablée d'invités aujourd'hui. Yvan Lemay, tout d'abord, agent de joueur. Salut Yvan, toujours bonsoir, un plaisir de t'accueillir chez nous. Et David Ahmed, recruteur. Donc un recruteur pour 3, pour les stacks évidemment. Bonsoir. Bonsoir David, un recruteur, un agent de joueur. Romain Canucci, on est bien là ce soir pour parler Mercato. Une cible, une vedette. Romain, bonsoir. Salut. Une belle équipe là pour parler de Mercato avec nous. À côté de toi également Stéphane Bringuet. Et bonsoir à tous. Est très critique généralement sur les mercatos, donc lui aussi est bien habile pour parler de ce sujet. Steph, je vais commencer avec toi, on va rentrer dans le vif du sujet. Question bateau, il faut toujours la poser dans un talk. Déçu ou pas déçu après ce match nul contre Monaco? Très rapidement. C'est toujours, très rapidement, c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. La moitié plein, c'est que de progrès réalisés par rapport au match aller, parce qu'il faut se souvenir qu'on avait pris une sacrée fessée et que là, on a quand même produit du jeu, et ça fait un moment qu'on produit du jeu et qu'on a rivalisé donc avec le champion de France. Le verre à moitié vide, c'est que tu joues quand même avec des joueurs qui, Bouna Sarr qui est arrière droit mais qui est pas arrière droit, tu as Sakai qui est arrière gauche mais qui est pas arrière gauche, tu as Rolando qui est un vrai défenseur contre les petites équipes de Ligue 1. Tu allais me dire qu'il est défenseur mais qui est pas un défenseur. Je me suis retenu mon analyse, mais c'est un peu ça, c'est que là on voit ses limites par contre. Et donc du coup c'est du bricolage. Payet, on va avoir l'occasion d'en reparler. Pas de Mitroglou non plus, donc oui, que de progrès réalisés. Maintenant c'est vrai qu'il y aurait eu la place de le gagner ce match si on est avec les bons ingrédients qu'on va décrire. Alors t'as parfaitement lancé, il t'a fait la partie Monaco, il m'a lancé le débat, puisque messieurs, on va se poser la question, une question un peu tactique, un peu technique, un peu mentale, mais pourquoi l'OM s'est arrêté de jouer à 2-1? À qui la faute? Parce que l'OM a pris l'avantage, on s'est dit ah ça y est, on prend les devants, et 2 minutes après il y a ce but encaissé. David, forcément tu as connu ce type de match où tu te dis on a pris l'avantage et direct derrière vous prenez un but. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça arrive souvent. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi on est euphorique, on est dans le match, mais bon là on arrive à mener 2-1, donc dans la foulée, il y a un petit manque de concentration et ça s'est eu. La défense si pour moi... Si tu te fais désigner un coupable, comme va dire Yvan, je pense que c'est un peu toute l'équipe. Mais pour moi, la défense, elle doit être restée vraiment concentrée, bien en place et bien en bloc. Ouais. À l'arrivée, on s'est fait transpercer par un très bon joueur aussi. Et voilà. Égalisation. Steph, tu parlais de Rolando tout à l'heure, toi c'est... Oui, mais les 2 buts c'est un peu la même explication, c'est-à-dire qu'en fait on se fait avoir dans des phases de relance en fait où les deux défenseurs sont forcément très loin de l'un de l'autre et c'est dur de dire que c'est la faute de la défense parce que j'estime que Rami a fait un excellent match et pas parce qu'il a marqué un but, pas parce qu'il a apporté des choses offensivement, mais il a fait un excellent match et Rolando c'est là où justement j'insiste pour dire sa limite, c'est que quand il a affaire à des gros joueurs et une grosse équipe, parce qu'on peut considérer en Ligue 1 Monaco comme une grosse équipe, ça devient beaucoup plus compliqué et hier il est passé au travers. Mais jamais aussi en tant que défenseur tacler comme ça, comme il a fait, se jeter, c'est dans le vide, on le sait, on le voit, l'autre il arrive à balle en plus, il était puissant et tout, il s'est jeté. D'ailleurs sur le coup je pense que Keita Baldé, j'ai un peu de vis, j'attends, je me fais emporter par Rolando. Penalty, expulsion, dès la 3e minute de jeu, il te flingue le match. Thauvin, on a manqué de vis aussi sur l'occasion. Il y en a une, à l'entrée de la surface, quand il se fait cisailler, je pense que s'il tombe, c'est carton. C'est pas penalty parce qu'il est à l'extérieur. Après, on a bien vu que l'OM a eu 3 penaltys en 3 matchs. Là, on nous le sifflerait pas. Après, attention, ne parlons pas de l'arbitre. À qui la faute? Je dis pas que c'est de la faute de l'arbitre parce qu'il y avait bon match en plus. Il y avait un but pour Monaco qui a été signalé hors jeu et qui ne l'était pas, donc on va pas la ramener à ce niveau-là. On s'en sort bien. Pour moi, la faute, c'est les remplaçants. Les remplaçants, tiens. Pour moi, t'as 3 joueurs qui sont rentrés, à savoir Zambo-Anguissa, Ndiaye et Mitroglou. Voilà, il est rentré. Mitroglou, tu peux peut-être le lever de l'analyse parce qu'il rentre dans les dernières secondes. Pour moi, tu as 3 joueurs qui sont rentrés, 3 joueurs qui t'ont pas apporté. Tu vois, dans ce genre de match, tu as besoin d'un mec qui rentre et que le 109, le fameux coup tactique. Là, pour moi, la compo de Garcia était très bien. Il a fait un très bon truc, mais tu te rends compte rapidement qu'il a mis les 11 meilleurs. Il n'y a pas le fameux coup du je me garde une cartouche.
les cartouches, elles n'y étaient pas. Ils n'ont pas apporté ce plus-là et ça te prouve que l'OM, le chemin qui reste à parcourir et le fait que tu es encore un peu limité et parce que tu n'as pas fait 100% dans ton recrutement, c'est très rare de le faire et là la position il fallait... Puisque tu parles des remplaçants, on signalera quand même que Zambo il s'est pas échauffé parce qu'il y a Ocampos qui sort à la 48e, il rentre quasiment froid dans ce match aussi. On sans peut mettre la faute sur personne. Mais non, bien sûr, on peut le voir comme ça. Après, il y a des joueurs qui sont faits que pour démarrer et pas bien pour sûr, rentrer. Est-ce qu'il aurait fallu faire rentrer un Maxime Lopez? Bon, c'est toute la question. Yvan, à qui la faute? Question un peu forte. Non, moi je fais collectif, je pense, parce que c'est pas normal de prendre des buts comme ça. Le premier but, le deuxième but, le premier but très rapidement, le deuxième but après ton but, ça me paraît pas. C'est les équipes françaises en Coupe d'Europe dans les années 90. Non mais je dis ça, c'est pas une vanne, c'est le manque d'expérience un peu sur ces moments un peu chauds, de savoir dégager, que là, de savoir tu joues casser le contre rythme. Monaco et que tu dois prendre le temps de gérer la situation. Tu fais ça contre Metz, enfin on n'a rien contre Metz, mais tu fais ça contre une petite équipe à la limite. Mais là, un match important comme ça, bon, tu dois pas le faire. Après, la défense, Rolando a été en dessous de tout. Rami a fait, c'est vrai, un bon match, même si sur le premier but, il est quand même un peu léger sur le ballon qui remet sur Baldé. Bon, il y avait mieux à faire. Mais finalement, on pensait tous que la saison, il n'y a pas d'attaquant de valeur, de vraie valeur. Le petit Germain, il fait ses stats, mais je veux dire, il n'y a pas d'un attaquant de dimension internationale dans l'équipe. Donc, je considère pas d'attaque. Et finalement, on s'aperçoit que c'est plus derrière qu'on a des problèmes, que les buts, on les met, mais que c'est la défense, en fait, qui pose véritablement problème pour faire des résultats. C'est pas le problème de pas marquer, c'est qu'on prend trop de buts, quoi. David, tu partages cette analyse sur la défense parce qu'on a quand même vu, c'est les premiers buts qu'on prend en 2018. Oui. Donc c'est peut-être un peu sévère, non, de la part sur des matchs importants. Sur les gros matchs. Sur les gros matchs. Autant pour moi, Yvan. Moi, je pense qu'il a raison, Yvan, sur son analyse. Si tu penses qu'il a raison, je te propose. Non mais on le voit, c'est vrai que on parle des gros matchs. Bon là on incrimine la défense. Le match contre Lyon, les 2 buts qu'on encaisse, on incrimine aussi la défense. Bon, il y a l'erreur individuelle de Mandanda. Le second, il y a une passivité incroyable. Alors tous les joueurs se campent derrière cette. On avait aussi signalé que c'était Rolando d'ailleurs au marquage sur ce centre. Mais voilà, les matchs de Paris, pas besoin d'y revenir. Il y avait cette fameuse faute de dernière minute. Voilà, on va dire le haut niveau et c'est ce qu'aspire à jouer cet Olympique de Marseille. On veut jouer la Ligue des Champions. On veut retrouver ça, mais on veut pas y aller pour faire 0 points et 6 défaites en 6 matchs comme ça nous est arrivé en 2013. Donc il faut se mettre au niveau et ça c'était un vrai match de Coupe d'Europe et quand je parlais de naïveté sur ces phases de jeu, c'est que cette euphorie là et puis derrière tu te fais punir. Moi j'ai vu à Monaco, c'est pour ça qu'on peut pas parler de bons résultats pour l'Olympique de Marseille, de se dire c'était pas mal, parce que Monaco, j'ai l'impression qu'ils étaient venus chercher le match nul et ils l'ont eu. Voilà. On fera le point tout à l'heure, on se demandera peut-être si c'était un bon résultat un peu plus tard dans l'émission. David, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je pense que s'ils avaient eu Stoniak, en plus qu'ils ont eu contre Paris, parce que pour moi, il a manqué un peu de ça, je pense, sur ce match-là. Après, c'est mon avis personnel. Ouais, bien sûr. Et ils auraient été encore plus concentrés sur le but pris dans la foulée, quoi. Et avec un Falcao inexistant et sans les marres. Oui, heureusement. Mais il y a aussi le syndrome du but en clair. Et je sais pas quoi, ça fait combien de temps, combien de matchs dans la saison où on a pris un but dans les premières minutes. Visiblement, l'OM est un diesel. C'est-à-dire qu'on a du mal à rentrer dans les matchs et même après avoir marqué, je pense que le défaut de concentration, il revient et ça devient un peu chronique. On va quand même vous montrer le premier but d'Adil Rami qui est aussi le témoignage d'un OM quand même avec un mental, avec quelque chose une âme quand même dans cette saison. C'est-à-dire que 2 minutes après avoir encaissé un but qui pouvait parfois la saison dernière signifier une fessée à venir, notamment contre les gros, et ben il y a cette réaction d'orgueil avec Rami qui apporte le surnombre et qui est à l'origine et à la conclusion. Le plus beau sur ce but, c'est l'origine, pas la conclusion. Bien sûr. Et parce que quand on le voit monter, regarder ce partenaire en disant allez on y va, et lui montrer l'exemple, faire cette chevauchée là, enfin je veux dire, bon on a connu ça avec Souleymane Diawara. Voilà, ça fait, c'est important. Enfin, non, mais c'est un élément aussi. Enfin, je veux dire, les gens qui regardent, parce qu'il y en avait au stade, on le sait, qui regardent le foot d'un œil amusé, qui sont pas comme nous à fond. Il y en a aussi qui sont capables de décrypter ça. Je montre le match à ma mère. Ma mère, elle va me dire, lui, c'est sympa parce qu'il y a aussi c'est fédérateur. Adil Rami, c'est fédérateur. Un exemple et la force de l'équipe aujourd'hui. On va conclure avec Morgan Sanson qui a des regrets évidemment comme la plupart de ses coéquipiers. Morgan Sanson à l'issue de la rencontre au micro du Phocéen. Un petit peu forcément parce que c'est nous les derniers à avoir mené au score. On a le regret d'avoir pris ce deuxième but un peu trop rapidement après le deuxième qu'on marque. Donc forcément un peu de déception, mais je pense que sur l'ensemble du match le match nul est mérité. Voilà pour Morgan Sanson. Dernière question pour Yvan dans cette première partie. Yvan, est-ce que c'était un grand match ?
Oui, parce que moi je considère qu'un grand match, c'est l'intensité. C'est quand tu as quelque chose de la première à la dernière, où tu sens qu'il se passe quelque chose. Quand Garcia dit c'était un match de Champions League. Après, le résultat, c'est annexe, je dirais. C'était un grand match de football. Ce point de vue-là. Ouais. Bon, vous êtes tous d'accord, je pense, sur ça, messieurs. Mais ça méritait quand même d'être dit dans cette première partie. Le débat que vous attendez, le débat bouillant, avec le hashtag LiveTalk. D'ailleurs, vous pouvez y participer. Twitter, Facebook et le forum du Phocéen. Hashtag LiveTalk, je vous le répète depuis des centaines d'émissions. Mais voilà, c'est la façon que vous avez de parler avec un agent de joueur, avec un recruteur, avec une star, et avec Stéphane Bringuier. Je plaisante Stéphane, évidemment. Tout de suite, bien évidemment, le débat sur Dimitri Payet. Et pendant ce temps, Stéphane est certainement en train de chercher un tacle à me mettre dans les prochaines minutes. Et je le prendrai évidemment avec plaisir. Payet. Bon, tu vas commencer cette partie sur Payet. Vous l'avez vu hier soir, il a manqué évidemment une occasion énorme. Il a manqué beaucoup de choses dans ce match. Il a peut-être été... je m'avance peut-être avec Rolando, tiens, un des moins bons sur le terrain. On va voir d'ailleurs son occasion ratée. On va pas la voir finalement. Voilà, donc, on s'en rappelle tous. On s'en rappelle, voilà. Il reçoit un ballon qui arrive de la droite sur un centre. Il est seul à 10 mètres des buts, un petit peu excentré sur la gauche, et il l'envoie. En fait, le ballon centre de Thauvin, c'est contré par Jemerson. Exact. Et au moment où il la réceptionne, il a contrôle extérieur du pied. Alors les techniciens savent que forcément le ballon monte, donc c'est délicat, et il frappe de suite. Il choisit la puissance, puisque Subasic sort quand même très bien, et le cadre se dérobe, comme on dit. Ou la chaussure. Chaussure. Donc, le cadre, ça lui va bien aussi. Après, sur cette occasion-là, je pense que c'est ce qui fait. Des fois, il y a des joueurs, ils attendent le ballon, ils cherchent, les joueurs généralement pas en confiance, ils attendent. Ils font un bon contrôle histoire d'avoir bien le temps, et puis ils cherchent à cadrer d'abord. Et là, le ballon il serait allé sur Subasic, et on aurait dit bel arrêt du gardien ou quoi que ce soit. Payet, il a eu cette prise de risque là, et je pense que sur le coup c'est ce qu'il fallait faire. Mais le problème c'est que cette action là, quelqu'un qui regarde le match de très loin va se dire tiens, c'est Ocampos qui l'a fait. C'est un peu plus gênant de réaliser. Il a fait la sienne 2 minutes après, il y a un bon centre et rate son plat du pied. Bon. Tiens, Dimitri Payet qui parle de cette action, et après on aura le débat. C'était encore une fois au micro du Phocéen à l'issue de la rencontre. C'est vrai que moi je me voyais déjà au contrôle en train de marquer, donc ça fait partie des occasions que j'ai dit qu'on devait mettre. Celle-là en fait partie. Encore une. David, toi qui as été joueur pro, je crois que c'est le seul autour de la table, messieurs, à moins que j'ai raté quelque chose dans votre CV. On parle de la semelle de football, je veux dire. De football. Ah, t'as joué à pelote basque peut-être, Stéphane. David, il se voyait déjà en train de marquer. C'est le gros problème dans ce type de situation. Non, c'est comme ça qu'on explique son raté. Non, après le ballon, pour moi, il arrive bien comme il faut. Il est bien tout seul au deuxième poteau, il fait son contrôle. Alors, peut-être un peu trop lent, je sais pas. Après, voilà, mais ce sont de ma vision. Je vais poser une question de bof. Comment c'est possible qu'un joueur professionnel envoie le ballon comme ça dans le virage nord? Non, et je sais que la question elle est, mais comment c'est possible? Ça arrive. Mais moi je pense, connaissant les qualités, et quand j'ai revu les images, je pense que s'il allume le gardien, il lui fait un crochet, il la met du gauche, tranquille. Tranquille. Bien sûr. Au lieu de la mettre précipitée, parce qu'elle arrive, elle monte après, comme a dit Romain, elle monte, il a le temps. Il a le temps, il est seul. Je crois que c'est Glick qui revient, qui se jetait, on ne sait jamais, mais à l'arrivée, il faisait son crochet. Pour moi, c'était... On va peut-être pas faire le débat sur l'occasion, mais il fallait en parler. Et puis de toute façon, il avait peut-être pas envie de faire un crochet sur Subasic parce qu'il a déjà blessé un gardien cette année, comme le disait Camille dans l'oreillette, que je salue aux réseaux sociaux sur cette émission. Yvan, il a des problèmes dans les gros matchs quand même, Dimitri Payet, depuis son retour à l'OM. Moi, je suis très déçu de la majorité des prestations qu'il fait. Après, il y a aussi cette arrivée à 30 millions avec le salaire, etc., qui va lui peser tout le long. Qui lui pèse déjà, ouais. Qui lui pèse et qui va lui peser tout le long. Et puis qui lui pèse tout court, parce que j'ai quand même l'impression qu'il est hors de forme et qu'il a au moins 4 ou 5 kilos en trop, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'il était beaucoup plus sec que ça quand il jouait à Lille ou même à Saint-Étienne. Alors pourquoi, comment, ça j'en sais rien, mais en tout cas on a tendance à focaliser aujourd'hui sur des prestations très moyennes qu'il fait pour le statut de joueur qu'il a, et sachant que c'était un peu l'emblème du recrutement des nouveaux dirigeants. Donc si l'emblème de recrutement c'est lui, et puis on a fini Mitroglou, bon, c'est un peu moyen quoi. Oui, Stéphane? Non, mais j'allais dire, tout à l'heure on parlait de gros matchs. Dans l'intensité, c'est vrai, ça ressemblait à un gros match. Après, un gros match, dans d'autres ligues européennes, on va dire les gros matchs, il faut ressortir les gros joueurs. Et de grands joueurs, j'en ai pas vu hier.
ni d'un côté ni de l'autre. Falcao est un peu en dessous et Payet est passé. Oui, mais non, moi j'en ai vu des grands joueurs. J'ai vu Djibril Sidibé, j'ai vu un Djibril Sidibé très bon, j'ai vu un Fabinho excellent, j'ai vu Thauvin à la hauteur. Non, moi j'ai vu Thauvin à la hauteur. Il a fait un superbe dribble et une belle passe. Ouais, non, en général, je veux dire, on parle de très grosses performances. Je veux dire, on parle de première ligue, de Liga. Tu vas parler d'un gros match, tu vas voir des monstres qui vont se déclarer. Payet devrait être un de ces monstres-là. Oui, mais ça on est d'accord et qu'il le fait pas. Il l'est pas, mais il va porter les 30 millions d'euros qu'on a dépensés sur lui. Mais d'une manière générale, le problème, c'est que là, on lutte avec Monaco pour le classement, pour le podium, mais on a notre principal investissement qui est à hauteur de à peu près 45 millions d'euros, qui est pas inexistant, parce qu'on va pas dire que Payet est inexistant, mais qui est en tous les cas pas assez présent. Non, alors ouais, il est inexistant. Enfin, hier déjà, contrairement à beaucoup d'autres matchs de Payet où on dit on l'a pas vu, là au moins on l'a vu. Il a raté. Alors certes, d'accord, il a raté, mais au moins on va signaler quand même qu'il y a une passe décisive sur son match. Il y a une passe décisive juste pour. Voilà. C'est vrai, c'est le coup franc bien tiré pour Germain. Mais Payet, je vais te paraphraser Orelsan sur son dernier album, mais qui avait un concept assez intéressant et qui s'applique à Payet, où il parle de la première petite copine qu'il a jamais eue, en disant on passe notre temps à cracher dessus, mais on peut pas le quitter. Ben là, c'est un peu pareil, parce que regarde tous les matchs cette saison qu'on a fait sans Dimitri Payet, combien c'était poussif dans le jeu, et même quand il était avec son donuts autour du ventre, il était quand même, on avait besoin de lui. Ça amène de la fluidité, même si c'est pas lui qui est mis en avant forcément. Voilà, même si Dimitri Payet il est pas bon, le fait est que les autres ont besoin de Dimitri Payet s'appuyer dessus. Tu sais très bien. Mais il fait souvent l'avant-dernière passe quand même. Il a ce côté. Voilà. Alors après, que ce soit insuffisant, on est d'accord. Ouais, que hier c'était un des plus mauvais. Et d'ailleurs, on l'a mis dans les flops. Je suis d'accord aussi. Mais voilà, ça reste quand même un joueur technique et on n'en a pas. Ça prouve qu'il faut peut-être en recruter. Ça. Et est-ce que le brassard aussi ne fait pas aussi la différence? Alors je sais que c'est pas grand-chose. On va dire, ça n'a rien à voir. Mais bon, je pense que c'est... Moi, aujourd'hui, c'est Gustavo qui doit l'avoir. Parce que moi, Gustavo, s'ils l'ont pas au milieu de terrain, parce qu'il est venu récupérer certains ballons au milieu de terrain, surtout sur la fin de match où il partait en contre, et heureusement qu'il est là. Et moi, je pense que si on le libérait déjà de ce brassard, du brassard, pour moi... ça le libérerait peut-être sur certaines, sur ses prestations. Ouais. Alors après, tu vas dire peut-être que c'est pas le brassard qui fait tout, mais je peux te dire, en tant que joueur, quand t'as le brassard, t'es content, t'es fier. Et là, on voit le public et ils sont venus à 60 000 encore. C'est pas Payet, pour qui ils ont fait un tifo avant le match, c'est Gustavo. Oui, non, mais voilà, à l'arrivée, il y a ça, les joueurs, quand tu rentres à Marseille, tu as vu encore hier soir, c'était magnifique. Quand tu vois le Gustavo, il voit son poster géant dans la tribune. Je pense qu'il s'en fout d'avoir le brassard ou pas. Non, mais lui, il s'en fout, mais je veux dire, pour l'OM et pour l'équipe, je pense que ça serait bien d'avoir un mec comme ça. Après, c'est mon capitaine, tu veux dire? Oui, capitaine. Yvan, toi sur Dimitri Payet, à part peut-être ce que tu nous as dit sur son poids qui s'entend, hein, mais est-ce que tu trouves pas, comme disait Romain, que quand il n'est pas là, quand c'est Morgan Sanson par exemple qui joue numéro 10, l'équipe manque quand même un peu de liant offensif? C'est toujours mieux quand il est là que pas là, mais on a de telles attentes d'un niveau d'international, d'un soi-disant un des meilleurs joueurs de la première ligue il y a 2 saisons ou 2 saisons et demie. Un 17e au Ballon d'Or. Un 17e au Ballon d'Or, enfin voilà, ça paraît virtuel quand tu vois les matchs là, que tu te dis c'est le Ballon d'Or, oui, donnez-lui une photo, mais on est loin de ce niveau-là que tu attends. Mais c'est le contenu des matchs en fait. Thauvin c'est pareil, il est à 10 buts et 10 passes d'ess aujourd'hui, ce qui est énorme. Mais moi, sur le contenu des matchs, je reste toujours sur ma fin des courses, du volume défensif, de la picture. Je parle pas le match d'hier, il a fait un de ses plus beaux matchs, on est d'accord. Mais d'une manière générale, sur les matchs, il y a être décisif à vous faire de la stat et il y a jouer avec l'équipe, pour l'équipe, faire jouer l'équipe. Dimitri Payet est plus un joueur d'équipe, l'autre est plus un joueur d'élimination de 1 contre 1. Steph, tu dis je suis pas d'accord. Vas-y, mais développe, on s'en fout. Je suis pas d'accord, mais on va parler de Florian Thauvin qui est assez irréprochable dans cette saison. Je veux dire, on va parler de Dimitri Payet. Le vrai leader technique aujourd'hui de l'attaque olympienne, c'est malheureusement Florian Thauvin qui a pris un peu cette responsabilité par défaut. Mais aujourd'hui, Payet, le problème c'est que ça va devenir très 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 compliqué pour lui parce qu'il y a l'objectif de la Coupe du Monde et qui s'éloigne à chaque semaine un peu plus, on est d'accord, mais il y a aussi la patience du public, et on va arriver très prochainement, même si ça marche bien, même si l'OM continue à accumuler les bons résultats, à une certaine incompréhension, on y est déjà, mais surtout intolérance du public, et ça va devenir... Il a été applaudi à sa sortie. Oui, mais je trouve que, je trouvais le geste d'ailleurs du public plutôt à saluer, parce que je sais pas si moi en tant que supporter j'aurais pas eu envie de lui mettre une petite bronca, quoi, parce que ça va venir.
Si ça continue, ça va venir. C'est là où ça va devenir très compliqué pour lui à assumer. Romain, on répond à la question de Paco, 92, et après on passera à un joueur un peu comme Thauvin qui a de très bonnes stats, mais qui peut-être peut être critiqué, c'est Morgan Sanson. J'ai bien regardé son attitude aussi. Et on va la lire la question parce que tout le monde d'accord, donc Payet semblait très nerveux hier. C'est une question de Paco 92 sur le forum qui fait référence à son carton jaune et demande à quoi on attribue son attitude. Et j'ai envie de dire, le matin j'ai lu son interview dans l'équipe où il parle notamment de l'attitude des arbitres, voilà, il compare avec le championnat anglais. Et j'ai quand même un peu l'impression que l'ami Anthony Gauthier, il a lu aussi cette interview et que les petites critiques sur le corps arbitral, il l'a pris un peu pour lui et que on a vu certains échanges qui se sont développés tout au long de la première mi-temps et que voilà, tu le sais très bien, quand tu critiques un de tes profs, derrière il te le fait payer d'une manière ou d'une autre. Il y a une petite allotation. Quand tu fais une vanne à ton supérieur, il y a un moment donné où il va te le faire payer dès qu'il a l'occasion. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Absolument. On va passer Morgan Sanson. Tu vas commencer cette troisième partie et c'est tout de suite. Allez, la compo de l'Olympique de Marseille qui a été un petit peu surprenante ou pas. Il y avait plusieurs options. On l'avait évoqué dans l'avant-match. C'était avec Zambo ou sans Zambo. On a eu le sans Zambo. Donc on va la découvrir. Coucou Romain. Oui, coucou. Pourquoi ? Oui. Parce que, souviens-toi, tu te repasseras les bandes du talk de jeudi. Oui, mais est-ce que c'était la bonne solution ? En es-tu sûr ? En tout cas, c'est celle que j'ai donnée, qui a été donnée. C'était celle qui était sur le fossé dimanche matin. C'était la plus ambitieuse. Ça, on peut pas l'enlever à Rudy Garcia. C'était à la fois. J'avais dit que c'était David qui commencerait, Stéphane. Pardon, excusez-moi. Non, mais vas-y. Vas-y, tout l'après-midi. C'est bon, j'ai juste ça à dire. Très bien. David, sur Morgan Sanson positionné à côté de Gustavo, on l'avait vu dans des matchs, on va dire, un peu moins chaud, un peu moins dur que celui de Monaco. Qu'est-ce que tu en as pensé de son match à côté de Gustavo à Morgan Sanson ? Moi, je l'ai trouvé intéressant sur ce match-là. Donc, pour moi, il a été très bon. Alors après, je crois qu'il est monté un peu plus haut à la sortie. Donc là, c'est là qu'il a été vraiment, je pense, encore plus efficace. Et d'ailleurs, il a amené des centres, des très très bons centres. Et justement, on en parlait avant le talk, pas d'attaquant sur le coup, quoi. Donc, parce qu'il y en a eu des très très bons devant le but. Et pour moi, en reparlant de lui, pour moi, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, très bien. Yvan, sur cette position à côté de Gustavo, c'est quasiment idéal pour Sanson selon toi ? Qu'est-ce que... Moi, je suis un peu déformé aussi sur Sanson dans mon analyse parce que je l'ai connu numéro 9 quand il était au Mans, vraiment numéro 9. Alors pas un Mitroglou, grand costaud, un attaquant de mouvement, on va dire, ou de rupture. Mais je l'ai vu jouer plusieurs fois numéro 9. La preuve en est, il n'a pas fait carrière numéro 9, il a reculé. Ouais. Pour autant, je pense que c'est un peu bas pour lui de jouer là. Et dans une configuration à 2, sur un match avec des clients comme Monaco, ça me paraît compliqué, quoi. Je pense qu'il doit jouer à 3 au milieu, quand on joue à 3. À 2, je ne le ferai pas jouer. Quitte à le faire jouer sur un couloir, tu vois, comme ils ont fait attaquer au Campos, parce que je suis convaincu qu'il peut jouer sur un couloir, ce garçon, et quand tu dois défendre, il sait faire, et il a cette justesse technique. Après, en résumé, de pur 6, de pur milieu défensif, tu n'as que Luis Gustavo. Sur un match comme ça, tu vois, t'as l'impression de revenir à Bielsa quand il y avait ainsi Simboula seul contre tous, quoi. Ah, t'as Zambo sinon qui peut... Moi, je ferais jouer Zambo dans l'axe avec Gustavo. Ouais, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé quand on a arrêté de jouer. Oui, c'est grosso modo, c'est pas faux. Mais en attaquant le match comme ça, tu sais pas comment le match se serait développé aussi. Après, quand tu le fais rentrer, ça change la donne. C'est plus le même jeu, c'est vrai. Mais en attaquant le match, c'est pas pareil. Ah oui, moi je l'ai trouvé assez intéressant dans ce rôle-là. Mais on voit que Sanson plus haut est plus intéressant. Parce que Sanson, je suis d'accord, il a pas fait un grand match et un bon match hier contre Monaco, mais on juge ça essentiellement sur son apport offensif, oui, est-ce que c'est sur pas ses ça frappes qu'il rate. Voilà, il rate beaucoup de frappes. Et le problème et le tort qu'il a, c'est que moi j'ai pas le souvenir d'un Sanson faible dans le contact. À la récupération, je l'ai vu récupérer beaucoup de ballons, je l'ai vu tacler, être intéressant. Et des fois je me dis, si Sanson il était grand et il était noir, quand il récupère des ballons, on trouverait ça spectaculaire et on dira voilà, c'est la puissance qu'il nous faut, alors qu'il a cette même puissance mais qu'on le remarque pas et qu'on le juge 4 secondes après sur l'action quand il la remonte et qu'il rate la balle. Il a fait des remontées de balle en fin de match. C'est un vrai récupérateur, Sanson.
Non, c'est pas un vrai récupérateur, mais il est intéressant de par sa technique et de par son volume de jeu. On l'a dit dès sa signature, je vous disais, il a l'air gentil comme ça. Vous allez voir, c'est ingénieux, il se bat et je l'ai vu se battre. Quand on me dit Maxime Lopez manque de muscles au milieu de terrain, je veux l'entendre. Qu'on me dise pas Morgan Sanson manque de muscles. Je vous dis, amenez-moi des actions où on l'a trouvé trop faible dans un duel. J'attends. Stéphane, qu'est-ce qu'on reproche à Morgan Sanson en fait sur ce match? Son inefficacité offensive, parce qu'il a quand même 2-3 bons ballons, 2-3 situations qu'il peut transformer en occasion de but et qu'il vendange quand même un petit peu. Non, c'est ça qu'on lui reproche sur ce match? Ou c'est peut-être plus comme Yvan, son apport défensif qui est peut-être insuffisant? C'est toujours l'éternelle question. C'est vrai que Sanson... C'est quoi son poste? C'est un peu le problème. Mais on peut se poser la question pour Maxime Lopez. On peut se poser la question aussi pour d'autres joueurs de l'effectif. Gianelli Mboula. Ouais, mais toute sa carrière. De la même façon. C'est vrai que quand on faisait jouer à deux Mboula, on se posait exactement la même question au milieu de terrain. Donc Sanson, moi je trouve que c'était, en tous les cas, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est que c'était une tactique très ambitieuse de joueurs de football. Et c'est vrai que quand on a Sanson, Thauvin, Payet, Ocampos à 1 degré moindre et Luis Gustavo, ça joue au ballon avec Germain. Et Ocampos aussi 1 degré moins quand même. Moi j'aurais mis déjà à la base peut-être Sanson, je le mets à la place d'Ocampos et je fais jouer Nguissa à la place de Nguissa à sa place. Parce que c'est comme là ça aurait été bon. C'est comme Garcia qui a trouvé Payet meilleur à gauche que dans l'axe. C'est pas mon avis. J'ai du mal à voir Payet et Sanson sur les côtés. Après il y a peut-être une part de com là-dedans. On dit ça possible, pour convaincre aussi le joueur. Mais justement, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que c'est vrai que de toute façon Payet il joue où il veut. Même si on le met sur un côté, en fait, il se balade sur tout le front de l'attaque. Et Sanson, j'ai peur que de le mettre sur un côté, à chaque fois, je l'ai trouvé un petit peu contraint, un petit peu handicapé par ce placement-là. Donc moi, je l'aime bien dans cette position. Qu'il lui manque encore de la bouteille à ce niveau-là, oui, c'est fort possible. C'est suffisant pour l'OM Champions Project à ce poste-là, Sanson? C'est suffisant pour dominer 98% des équipes du championnat. D'accord, très bien. Tu disais, toi, t'aurais levé Ocampos? Moi, j'aurais mis... Ah ouais, c'est sûr et certain, parce que moi, Ocampos, franchement, je sais pas à quoi il a servi hier. Après... dès qu'il est sorti, défensivement, il a été super intéressant. Ouais, mais bon, il se jette, c'est maladroit. Tout ce qu'il fait, c'est maladroit. Tu le regardes dans ses gestes, il revient comme un fou. Et vous verrez qu'un jour il va prendre un rouge, mais méchant, parce il a fait contre Angers. Parce qu'il arrive trop fort. C'est un attaquant. Ils n'arrivent pas à maîtriser les tacles. Donc. Mais c'est assez impressionnant de voir. Il y a des joueurs. Payet disait, je pensais déjà au but au moment où j'ai frappé. Lui, j'ai l'impression Campos qui pense déjà à son repli défensif quand il a le ballon et qu'il attaque. Parce qu'à un moment donné, il est rentré dans les mecs. Il savait pas. Il avait 2 joueurs monégasques. Il a essayé de les dribbler, mais en fait, il leur est rentré dedans. Et à peine il avait perdu le ballon, il s'était déjà relevé pour se replier. C'est ça. Lui, c'est un joueur au Campos. C'est la vision qu'on donne à un footballeur, c'est des fois il y en a, ils attaquent avant d'avoir contrôlé le ballon. Lui c'est exactement ça. Il veut aller trop vite. Il va aller plus vite que la musique. Et non, il y a des choses à faire. Il y a un contrôle avant et puis après on attaque. Il met un petit point à Fabinho quand même. Ça révèle un truc, c'est qu'à gauche, on n'a pas trouvé notre titulaire, enfin celui qu'on aimerait. Parce que Thiago me parlait d'Ocampos à gauche, je suis pas convaincu. NG, je suis pas convaincu. Sanson, je suis pas convaincu. Payet, je suis pas convaincu. Donc on a beaucoup de candidats potentiels et personne qui nous a convaincus. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Fabinho, Romain qui est l'encyclopédie des transferts, était sorti pour combien de la réserve du Real de Madrid pour Monaco? C'était quoi, 4, 5, 6 millions maximum? C'était vraiment pas cher. C'était un. Est-ce que tu veux qu'on fasse Georges Mendes avec. C'était pas un coup, il y a un transfert entre deux clubs, machin. Ouais, enfin c'était un coup à plusieurs. Il y avait plusieurs joueurs dans l'histoire, parce qu'il y avait Ricardo Carvalho aussi qui était passé du Real à Monaco. Qui sortait libre de contrat, je crois, Carvalho à ce moment-là. Non, mais il y avait une valeur qui était donnée à Fabinho. Il fallait recruter Ricardo Carvalho à un montant un peu élevé, quoi, dans le salaire. Ils le libéraient, ils étaient contents que tu le récupères. Mais du coup, Fabinho, je crois qu'ils l'ont payé 5 millions, pas plus. Vous savez quoi, on va demander à Camille, qui a un ordinateur. On a des petits micros, voilà. Dis-lui qu'elle appelle Georges Mendes directement. Voilà, appelle Georges Mendes. Non, mais ça, c'est pas bien ça, parce que je me rappelle des journalistes de l'équipe qui disaient c'est une combine de Jorge Mendes, Fabinho, il sort de la réserve de Madrid, il est pas bon, tout ça. Moi, j'avais déjà vu jouer, j'ai dit, attendez de le voir au moins quand même. Et au final, regarde le joueur que c'est. Je suis pas sûr que Monaco ait la totalité du transfert à venir sur Fabinho. Et il y a aussi des intermédiaires qui doivent récupérer pas mal là-dessus. Real de Madrid, son club a gardé certainement 40% ou 50%. Oui, on me disait un truc, la valeur dans l'oreillette, je ne l'ai pas entendu en entier. Oui, quel était le prix? Oui, parce qu'il me repose la question. Quel était le prix d'achat de transfert entre le Real de Madrid et Monaco? 2,5 millions.
Voilà, pour répondre à Yvan. Pourquoi tu nous demandais ça? Parce que je l'aurais bien acheté à l'OM. Ah oui. Pourquoi? D'accord. On est en train de se demander si c'est Anguissa. Mais ça va, nous, au Real Madrid, on a pris Lucas Silva, ça va, même poste, même nationalité. Il y avait Mariano aussi à faire. Même âge, peut-être. Ouais. Voilà. Pas même carrière. Hein. Non, voilà. c'est sûr. Mais c'est vrai qu'un milieu Fabinho, Gustavo, bon. Tu serais bien là. Il veut partir, non, Fabinho, en fin de saison? Oui, je crois qu'il y a un mec un peu dégarni qui coach une équipe en Angleterre qui veut le récupérer. Je crois que ça va pas le faire. Très bien. Bon, ça sera pas pour l'OM, c'est pas grave. On sait jamais, hein, sur un coup de... Continue à rêver. Trafalgar. Alors, on me dit c'est qui le dégarni, parce que c'est vrai que le plus grand don n'a pas forcément toutes tes allusions footballistiques, Romain. Très bien. Il a joué au FC Barcelone. Non mais dis le nom. Il a entraîné Barcelone et Bayern Munich. Quand tu fais ça. Voilà. C'est Pep Guardiola. Allez, on passe tout de suite à la partie suivante. C'était bien de ce petit échange sur Fabinho, messieurs. Tout de suite, bien évidemment, une petite question sur la course à la 2e place, parce que l'OM est maintenant candidat déclaré à cette 2e place. Oui, l'OM joue la 2e place, messieurs, dames. C'est fou ça. Bounassar l'a dit hier soir à nos micros. Donc c'est fait. L'OM joue la 2e place. Une question toute simple, un petit débat. Hein, on va pas en faire des caisses. On va regarder d'abord le classement et le calendrier à venir. Mais ma question, c'est: auriez-vous été plus satisfait si l'OM avait gagné, mais que dans le même temps, Lyon avait gagné aussi? Parce que Lyon a perdu à Bordeaux et a donc lâché 3 points techniquement. Voilà, ce qui mettrait l'OM, on le voit sur le classement, à 50 points, Lyon à 51 points et Monaco seulement à 46. Voilà ma question. Alors, ta question est super bien et je vais y répondre, mais juste avant, j'ai une autre question pour Stéphane. Stéphane, est-ce que tu préfères une victoire de l'OM ou une défaite de Lyon? Parce que c'est quelque part, il y a ça aussi là-dedans. C'est évidemment ça. C'est vrai que le scénario comptable était très séduisant, mais rien que voir perdre Lyon et surtout dans ces conditions-là, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, dans ces conditions, le penalty, les tweets d'Olas, t'as eu le package. Voilà, j'ai tout adoré dans cette soirée-là. Donc j'ai du mal à l'échanger, surtout qu'on n'a pas perdu. On aurait pu perdre sur un erreur d'arbitre. Et surtout qu'on est à égalité de points avec le 2e maintenant. Exactement. On aurait été un point derrière. Et la défaite de Lyon me fait très plaisir, donc j'ai du mal à la vendre, celle-là. Très bien, Romain. Moi je sais pas, je me concentre quand même sur nous. On est dans une course à 3, donc il n'y a pas les prochains matchs d'ailleurs de confrontation directe. Alors même si tu dis il va y avoir Monaco-Lyon la semaine prochaine, moi je vois quand même que dans cette histoire il y a eu un match nul, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que 2 points distribués et que c'est pas forcément ce qui est avantage. Il vaut mieux quand il y en ait 3, d'autant plus en ta faveur. Ça joue les confrontations directes dans ces genres de... Même bien que, voilà, si derrière tu gagnes Metz, Saint-Etienne et Bordeaux, t'es tranquille. Le meilleur calendrier, c'est Monaco. Hein. Enfin, pour Monaco. Hein. Le plus favorable, ça, le plus favorable, pardon. Oui, c'est sûr. Toulouse, bon, c'est toujours délicat. Il faut y aller à Angers. Il faut aller jouer à Angers. Faut aller partout. Faut recevoir Dijon. Faut y aller à et tu vas à Toulouse. Toulouse, ça va. C'est pareil. Toulouse, ça va. Non, mais Angers, voilà, Lyon par exemple a lâché des points cette saison. Toi, 2 fois contre Angers. Tu joues Metz qui bon, va mieux. Quand même. Ouais, tu joues Saint-Etienne qu'ils ont plus le choix. Tu joues Bordeaux qui a gagné avec Poyet et tu joues contre PSG. Quand même pas un joli planning, quoi. En fait, ce qui est intéressant pour nous, par exemple, c'est que tu joues Metz, mais Metz a gagné, je crois, contre Nice, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, du coup, sur ce genre d'équipe-là, il y a cet effet où les mecs vont se dire inconsciemment, si tu fais ce qu'il faut d'entrée de jeu, ils vont se dire, on a pris nos points la semaine dernière quand il fallait les prendre. Donc, le match de Marseille, ils vont vraiment l'aborder dans un côté un peu bonus. David, toi qui as déjà joué le maintien, est-ce que c'est vrai ce que dit Romain? Vous êtes vache quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as une expérience de ça quand même. Oui, j'ai l'expérience. Mais c'est vrai ce que dit Metz aujourd'hui, c'est pas, ils ont gagné, c'est bien, mais je pense qu'ils vont essayer de gratter au maximum de points. Bien sûr. Et je peux te dire qu'ils vont venir ici, ils vont pas venir pour rigoler. Et vous le verrez prochainement. Bien sûr, je dis pas que le match est gagné, mais je dis si tu fais ce qu'il faut, à ce moment-là, c'est gagné. C'est dans ces approches-là de match. C'est très important. Tu peux le retourner, qu'ils vont être plus détendus parce qu'ils ont gagné le dernier match. Ils sont plus détendus, ils vont peut-être un peu jouer football et qu'ils risquent de te mettre en difficulté. Tu peux l'analyser comme tu veux. Mais tu connais l'OM contre les petites équipes. C'est sûr, mais regardez pas cette saison. La problématique est pareille pour Lille. Lille qui a gagné là contre Strasbourg. Ils vont recevoir Paris, ils vont avoir moins cette envie de faire un exploit à tout prix contre Paris qu'avec un match nul contre Strasbourg. La victoire amène la victoire quand même, hein, plus que le reste. Enfin, pour moi, le calendrier de l'OM c'est le plus difficile.
Ouais. Ça, c'est sûr. Quand on voit ça, c'est vrai que c'est. Détroit, oui. Ah oui, c'est important. Mais c'est le dernier match qui est comme. Oui, ça rend, c'est vrai que ça tourne. Il n'y a personne qui joue PSG, pardon. Parce que celui de Lyon est pas forcément fou. Hein. Ils vont quand même à Monaco, ils vont aller chercher des points à Lille. Voilà, après, ils sont encore qualifiés en Coupe de France aussi. Moi, je suis pas frileux sur ce calendrier parce que je trouve justement que l'OM, face aux petites équipes, cette saison en tous les cas, a une certaine forme de grosse régularité. Chose que on ne peut pas, enfin que Lyon et Monaco justement ont du mal à. Autant ils sont là dans les grands rendez-vous, et encore c'est pas forcément vrai pour Monaco, mais l'OL est là sur les grands rendez-vous. Ils ont quand même battu Paris, sorti Monaco. Eux, ils sont présents sur les gros rendez-vous, mais ils sont capables aussi d'aller perdre des points chez les. Moi, je vois pas de petites équipes là, quand je vois le calendrier, à part Metz. Moi, quand je vois Saint-Étienne, quand je vois Bordeaux, quand je vois Paris. Ouais, mais Saint-Étienne, je crains pas non plus. Enfin, franchement, je crains pas. De toute façon, 17 équipes. Là-bas, je pense. Il y a 17 équipes dans 16 équipes dans ce championnat que je ne crains pas. C'est que vraiment, je sais que l'OM est capable d'aller gagner partout. Oui. Hormis, mais sans trembler. Sauf à Bordeaux, on a du mal à gagner à Bordeaux. Mais là, tu vas les recevoir. Mais le problème, c'est que tu vas avoir Saint-Étienne et Bordeaux, deux équipes qui ont changé d'entraîneur. Et pour ces deux formations-là, l'OM, ça va être le premier vrai test de ces nouveaux staff. Et c'est là où on va vouloir un peu, entre guillemets, briller, montrer que. Les trois équipes même ont changé d'entraîneur, parce que Metz a aussi le renouveau Frédéric Hans, évidemment. Pour finir, Yvan, toi, tu aurais été plus satisfait si l'OM avait gagné et Lyon aussi au niveau du classement? Toi qui supportes l'Olympique, comme tu l'appelles. Je suis plus pour la victoire, donc j'aurais préféré qu'on gagne, quel que soit le résultat des autres, et de jouer, tu regardes par rapport à toi. Après, c'est vrai que tous les week-ends, en fonction de ce que tu as fait, ce qu'ont fait les autres, mais trace ta route, et après tu vois ce que font les autres. David. Ah ouais, moi c'est gagne les matchs, et pour le public, après tu t'en fous, tu seras en haut, donc... Pour rester dans le football fiction, tu gagnes Monaco. La semaine prochaine, ils reçoivent Lyon avec vraiment le couteau entre les dents parce qu'ils se disent il faut recoller. Et toi, tu joues Metz, donc on en parlait tout à l'heure, et tu peux avoir 4 à 5 points d'avance, enfin 4 points au max, je crois que c'est 4 points sur Lyon. On va se faire un petit. Sur Monaco, 4 points sur Monaco, regarde, t'as le classement. 4 sur Monaco et 3 sur Lyon. Non, mais je dis si t'avais gagné contre Lyon, je parle contre Lyon, avec 2 points en plus. Regarde. Ouais, c'est vrai. Messieurs, football fiction, tu le disais, Romain. Mercato fiction, c'est parti. Et profitez de la présence de David Hamed, d'Yvan Lemay et de nos intervenants du Fossin, évidemment Romain Canuti, Stéphane Bringuier, pour poser toutes vos questions avec le hashtag LiveTalk. J'ai hésité à refaire une vanne sur toi. Non, pas du tout. Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. C'était il y a une demi-heure. C'est un peu mon chef, Stéphane. Je vais pas... Tu vois, une vanne, ça va, mais trop, après, il faut faire attention quand même. Tu le disais tout à l'heure, hein. Romain. Football fiction, on avait fait ça sur Mitroglou il y a quelques jours. Je sais, Yvan, tu aurais aimé assister et participer à cette émission, mais du coup, on va parler plutôt de Bounassar aujourd'hui. Voilà. Très bon contre Monaco. Bien évidemment, et d'où ma question. Très bon depuis 2 mois, j'ai envie de te dire, même, allez, je m'emballe, mais un gros progrès quand même énorme. Il y a une différence, parce qu'on a fait des matchs où on faisait entre guillemets qu'attaquer, donc il peut se montrer sur son meilleur jour et partir de loin, où je l'ai vu faire des sauvetages sur Keita Baldé, des séquences où il était en 1 contre 1 et il a réussi défensivement à faire des trucs, je trouve pas mal. David, qui est arrière droit, nous donnera son avis, mais juste avant, on va écouter Bounassar, qui justement nous disait qu'il était content d'avoir affronté, entre guillemets, ça c'est moi qui le dis, un vrai joueur, quoi, un client, comme il va le dire. C'est vrai qu'à titre personnel, j'avais besoin de ce type de match, de jouer contre un gros aussi, contre, on va dire entre guillemets, un gros client. Voilà, il y avait des bons joueurs offensifs en face. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, donc voilà, il faut que j'apprenne de ce type de match pour progresser. C'est donc toi. On t'a pas entendu le début de ton intervention, Romain. Excuse-moi, mais je comprends là. C'est donc de toi ce titre. J'avais besoin d'un gros client. Bounassar, j'avais besoin d'un gros client. C'est pas moi qui ai fait ce titre, mais je suis solidaire de celui qui l'a fait en très bien. Parce que bon, le Vélodrome étant quand même une enceinte située sur le boulevard Michelet, bon, le titre peut prêter à confusion. Voilà, c'est tout. Très bien, Romain. La blague est passée dans les chaumières. Voilà, c'est tout. Tu as eu cette blague dans les tuyaux depuis longtemps. Je la traîne et je l'ai vu marquer, je me suis dit quand même, c'est fou, ils l'ont fait. Allez, Bounassar donc, David, juste sur le match. Et tu avais l'air sceptique quand Romain disait qu'il avait été très bon défensivement. Non, il a été bon. Ça, c'est sûr que après, il est très tonique. Donc, en plus, il est très rapide sur l'homme. Après, certes, on le sait, c'est plus un offensif. Mais là, en l'occurrence, on le fait jouer défensif et il s'est vraiment amélioré. Maintenant, quand je vois, je ne sais pas si vous en rappelez, l'une de ses dernières actions, il vient tacler sur le côté dans l'angle du corner. Au lieu de faire une relance, il a tiré en touche.
Alors, ça aussi, il faut. Non, mais moi, c'est une image qui m'a vraiment marqué. Avec le match que tu fais, en plus. Je crois qu'il s'attendait à ce que l'arbitre siffle faute. Non, mais il est tout seul, quoi. Il a tiré dans la tribune. Un beau pointu, ouais. Je crois qu'il m'a tiré dessus, en plus. Non, mais après, il a fait des très bonnes choses. Il a été très, très intéressant. Je trouve qu'on s'emballe trop sur Bounassar, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on va le dire, au Phocéen, on a quand même clairement un petit peu même tourné notre veste, parce qu'en début de saison on n'était pas convaincu du tout par ce placement au poste d'arrière droit, et là on est même presque à se dire mais c'est très très bien, quoi. Mais c'est souvent que des offensifs redescendent et ils font de très bons matchs. Est-ce qu'on s'emballe pour toi? On s'emballe non, je pense que ce qu'il fait c'est super, voilà, c'est bien qu'il continue. Mais il faut qu'il s'améliore sur certaines choses, ça c'est sûr. Yvan, combien il vaut là sur le marché anglais par exemple? Le Bounassar actuel, hein, toi qui as l'expérience un petit peu de ce que peuvent mettre les Anglais sur ce type de joueur. Il a Messi, Courson à 50 millions. C'est pour ça que je demande à Yvan. Il n'a pas le talent pour jouer à la position qu'il avait de formation sur un milieu offensif. Il n'a pas le talent pour jouer à l'OM, donc en Angleterre de la même manière. C'est pour ça heureusement qu'il a reculé, parce que sinon il ne ferait pas la carrière. Après, il a des qualités physiques exceptionnelles. C'est toujours il était premier au test physique à Metz, premier à Marseille ou dans les premiers à Marseille. Donc, il a cette capacité à jouer à ce poste-là. Ouais. Dans un 3-4-3, parce que c'est quand même pas sa qualité première de bien défendre. Je pense qu'il sera encore meilleur dans un 3-4-3 en contre-attaquant, et puis avec la VMA qu'il a. Après, combien ça vaut aujourd'hui? Tu sais, le marché anglais, comme dit Romain, c'est fou. Il n'y a pas de valeur. Le problème en Angleterre, c'est qu'ils ont tellement d'argent que, pas qu'ils savent pas quoi en faire, mais ils veulent pas se tromper. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord au club, le président, l'entraîneur, le directeur. Et quand ils sont tous d'accord, là, ils s'en foutent du prix. Parce que le plus dur pour eux, c'est de ne pas se tromper de joueurs qu'ils vont prendre. Et après, ils n'en ont rien à taper du prix parce qu'ils ont l'argent. C'est pour ça que les prix flambent en fait en Angleterre. D'accord. C'est au lieu de dire on va l'acheter comme en Italie, en Espagne, tiens on va mettre que 3 millions dessus, Fabinho 2,5 millions, on va faire une belle affaire. Mais ils cherchent pas à faire une belle affaire. Ils veulent que le joueur il 15 millions, ils te les mettent. Donc si aujourd'hui tu as un club qui vraiment le veut, qui rêve de lui et qui se dit c'est notre arrière droit, ils sont capables de mettre 10 millions. Bon, parfait, football fiction du coup. Si dans le dernier jour du mercato, voilà, un club anglais, Leicester par exemple, c'est la rumeur de ces derniers jours, arrive et pose 15 millions d'euros sur la table pour Bounassar. Qu'est-ce qu'on fait? On le vend cet hiver, on risque d'avoir seulement Sakai et peut-être une recrue, un prêt de dernière minute au poste d'arrière droit, impossible de s'aiguiller, entre parenthèses, ou mieux, un Tyrone Mears par exemple, moins pire on va dire, ou est-ce que on garde, on verrouille et on verra cet été? Qu'est-ce que vous feriez? Cet argent-là que tu peux récupérer, tu peux l'utiliser maintenant, tu as le temps d'utiliser maintenant, tu sais l'utiliser maintenant. On dit que c'est le dernier jour qu'on s'y attend pas à avoir cette offre. Pour récupérer, si tu récupères 15 millions, tu auras compensé le transfert de Mitroglou. Comment? Pardon? T'auras compensé le transfert de Mitroglou. Retour à la case départ, ça s'appelle. Mais du coup, tu fais l'opération, toi, David, tu te dis... voilà. Pour moi, après, personnellement, pour moi, Bounassar, c'est en Angleterre, pour moi, ça, c'est pas le championnat où il faut qu'il y aille. Ça, c'est certitude. Après, s'il lui propose... Mais si, voilà. Je pense que quand on a un club qui te veut, t'es content, t'es fier et tout ça. Après, pour moi, je pense que l'OM a encore besoin de lui jusqu'à la fin de saison et je le garderai jusqu'à la fin de saison. Même à 15 millions. Même à 15 millions. Il y aura 20 ou 30 en juin. Donc tu préfères garder le joueur. Si tu es supporter, tu préfères garder le joueur. Si c'est pour qu'il y ait 15 millions, les 15 millions ils reviennent au propriétaire et qu'il ne les dépense pas, tu préfères toi garder le joueur, me semble-t-il. On sait qu'ils veulent les dépenser, les sous. Je sais pas. Non, j'ai l'impression qu'ils dépensent beaucoup d'argent. On n'est pas dans une politique où on retient les sous, en tout cas, depuis ces derniers. On ne sait jamais, tu n'as aucune certitude là-dessus. On n'a aucune certitude. Mais toujours est-il que. Tu fais quoi, Romain? Moi, même si je suis dans la posture supporter et que j'aurais tout lieu de dire non, moi je veux que si on me propose 15 millions, la fameuse formule, je l'amène à l'aéroport, mais je prends le vol avec lui, je chante Michael Jackson. Je suis pas sûr qu'il soit là, on parle de je suis pas sûr. Tu repars avec le chèque. Je prends 2 ou 3 signaux et tu fais un Western Union derrière. Au cas où, tout ça. Non, mais je reviens toujours à ma formule. C'est rien de personnel contre Bounassar, mais je dis toujours un grand club et un club qui sait vendre. Je sais que Yvan a travaillé avec un club qui s'appelle la Juventus. Il sait ce que c'est. Il se pose pas des questions. Voilà, il y a une offre. Très bien. Enfin, je veux dire, moi j'aime l'idée que le club est au-dessus toujours des joueurs. Et moi, non seulement je vends, mais quitte à même me retrouver entre guillemets à poil pendant 4 mois,
c'est pas grave. Enfin, Jordan Amavi va de toute façon revenir de blessure. Il y aura tu te dis, on a récupéré 15 millions. Oui, c'est sûr. Quitte à ce que tu les réinvestisses que l'été prochain, que tu dises que ça couvre mais tu prends le risque aussi peut-être de rater 2-3 points dans la saison et de pas être. C'est possible, mais tu prends. Il y a d'autres risques. On les a vécus, Romain, quand après une bonne saison, Daniel Van Buyten, on était tous là à se dire Daniel Van Buyten, qu'il y avait une offre du Bayern Munich et qu'on se disait de la Juve même, qu'il y avait des gros clubs dessus. Et qu'on disait non, même à c'était 22 millions d'euros, on disait non, c'est hors de question, il faut garder Van Buyten. On l'a gardé, on l'a prolongé, on l'a payé une blinde. 6 mois plus tard, il est parti en prêt à Manchester City, on l'a vendu 4 millions à Hambourg au mois de juin suivant. Voilà, il faut des fois savoir saisir l'opportunité, parce que si Bounassar retombe entre guillemets dans ses travers, tout est possible dans le football. Tu avais les moyens sous Robert Louis Dreyfus de garder les joueurs si Robert voulait les garder. Avec la direction d'aujourd'hui, je pense pas. Je pense que si il y a une offre à 15 millions, la direction le vendra, parce qu'ils sont dans un raisonnement. Eux, ils sont dans un raisonnement économique aujourd'hui. Et économiquement, c'est une bonne idée de le vendre cet hiver, tu penses? Si tu as 15 millions, David disait cet été ils peuvent venir avec 20-30, c'est possible. Mais poste pour poste, qui vous avez pour 15 millions d'euros en poste d'arrière droit en plus, mais pas poste pour poste. Il faut bien que tu Léo Dubois. Pourquoi c'est mort? Parce que tu as lu un article où on te disait que c'est mort. Moi, tant que je l'ai pas vu avec le maillot de Lyon, pour moi, il a pas signé à Lyon. Et puis, on sait très bien ce que c'est dans le football. Si tu prends 15 millions pour Bounassar, ça c'est un bon dossier pour Marseille. Les bons contrats. mais c'était aussi un bon dossier pour Marseille, mais ces joueurs-là, quand même. Martin Terrier, tu connais peut-être. Il est pas mal là. Il va vite là, ça Strasbourg. Mais ces joueurs, il n'y a pas d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a ça, et puis il y a ce genre de profil aussi. Mais si tu prends 15 millions et que tu appelles Léo Dubois et que tu lui dis mon garçon, on va finalement augmenter l'offre, il va te dire l'Olympique Lyonnais, je sais pas qui c'est. 15 millions, que tu prends Martin Terrier pour 15 millions, tu as bien travaillé. Tu parles en engagement, je veux dire. Pas du tout. Donc toi, pour finir, Steph. Non, moi je le vends pas parce qu'on n'a pas de choix. Enfin, je veux dire, si demain tu dis Amavi va revenir, oui, mais s'il se reblesse immédiatement, ce qui est pas fou de l'imaginer, ça peut arriver. T'as pas d'arrière gauche, t'as pas d'arrière gauche. T'as Sakai à gauche, pour moi c'est un peu une catastrophe quand même. Faut le dire, mais il a pas de repère. Mais c'est bien les mathématiques là qu'on fait. Tu vois, c'est pareil. Moi, je fais souvent le calcul pour l'attaquant. Au lieu d'avoir 3 attaquants moyens, ça serait pas bien qu'on en ait un très fort et une doublure. Tu vois, comme fait Monaco aujourd'hui. Dire on a Falcao et on prend une jeune doublure, même s'ils ont payé cher la doublure, parce que c'est leur modèle économique. Mais aujourd'hui, tu fais 15 millions Mitroglou, 8 millions Germain, ça fait 23, et Clinton c'était 7 ou 8. Donc il y a plus de 30. 30, tu peux mettre 25 millions sur un bon joueur et 5 millions sur un jeune international. C'est la même chose à gauche, c'est-à-dire que tu as du Ocampos, tu as du NJ, ce qu'on disait, c'est que en fait tu n'as pas de titulaire, c'est-à-dire que tu n'as pas de tout est moyen. Voilà, tout est moyen, et encore que le boulot qu'ils font est quand même que fait Garcia jusqu'à présent est quand même sacrément sympa. Il mérite une médaille avec les joueurs qu'il a, avec l'effectif qui est constitué aujourd'hui. On est obligé de conclure ce débat passionnant sur Bounassar avec cette question de Zako. Je vais y répondre. Est-ce les performances athlétiques de Bounassar qui ont convaincu Rudy Garcia d'en faire un arrière droit? C'est d'abord les performances techniques de Bounassar, puisqu'il l'a dit lui-même, Rudy Garcia, au poste d'ailier droit, il plafonnait Bouna. Je reprends ses mots, donc je pense Bounassar, que c'est notre nouveau Serge Aurier. Et oui. Et alors je suis étonné. Florenzi, le nouveau Florenzi. Qu'on nous ait pas sorti. L'homme à l'origine du recrutement de Bounassar à Marseille. On nous a pas dit. Mais c'est qui? Marcelo Bielsa. C'est étonnant. Qui le faisait jouer numéro 10 d'ailleurs. Non, mais c'est le stage de pré-saison. Qui avait fait milieu relayeur. Milieu relayeur dans le 4 notamment. C'est un milieu offensif d'un attaquant droit. Voilà, la base, c'est ça, quoi. Non, mais je rigole. C'est qui le fait venir? C'est sous la brune. Non, mais c'était Bielsa. C'était un des fameux joueurs de Bielsa qu'il avait mis. Il avait donné 2 joueurs entre guillemets par club. Et à Metz, il avait donné le nom de Bounassar. Mais je dis ça, j'ironise parce que bien sûr, si Bounassar est une réussite, pour certains, bien sûr, on aurait plus dit c'est Bielsa qui avait tout vu 3 ans avant tout le monde que bravo à Rudy Garcia de l'avoir repositionné. C'est plus sexy d'attribuer ça à Bielsa qu'à Garcia. C'est pour ça. Merci Romain. On conclut là-dessus. On va parler d'un autre Argentin. C'est la rumeur qui a éclos ces derniers jours. C'est Guido Pizarro, milieu de terrain de Séville. Guido Pizarro, milieu de terrain de 27 ans, on va voir sa fiche de Séville. C'est la dernière rumeur, le dernier bruit mercato autour de l'Olympique de Marseille. Un joueur, Stéphane, que tu me disais en off, je l'avais bien aimé, je l'avais vu au Mexique. Donc tu as regardé un match mexicain. Exactement, lors de la première saison, de l'arrivée de Gignac au Tigres, lors de la première finale qu'il joue et qui gagne d'ailleurs, j'avais repéré ce joueur parce qu'il s'appelait Pizarro. Et les Pizarro, on en a vu dépasser des très bons à travers les âges. Et je
m'étais dit, c'est dommage de pas l'épuiser dans ces équipes-là. Alors, j'ai fait la réflexion, mais c'est un joueur qui est quand même très très rugueux, qui a un beau physique, un beau bébé. Qui récolte pas mal de cartons jaunes aussi parce que il a le jeu qui va avec. C'est une sorte de Luis Gustavo, toute proportion gardée. Je le mets pas au même niveau parce que Luis Gustavo aujourd'hui, s'il laisse pousser la moustache et un peu les cheveux, c'est bon. Luis Gustavo aujourd'hui, c'est oui ou non, Stéphane? Moi, je dis oui. Pourquoi? Parce que justement, on a besoin de ce type de on a besoin, en l'absence de Gustavo, on en a besoin. Et tous les deux au milieu, pour moi, je pense que ça ferait vraiment beaucoup de ménage. Yvan, tu connais déjà le joueur évidemment? Très peu, mais c'est certainement meilleur sur ce qu'il fait à Séville, visiblement, de ce qu'on peut voir quand même un peu le week-end, que ce qu'on a nous à la position aujourd'hui. Après, moi, c'est pas sur le joueur, c'est un garçon qui a 27 ans. Donc, si tu veux rentrer enfin dans un modèle économique au club où tu peux acheter des joueurs, les valoriser 1 an, 2 ans, 3 ans, les revendre et monter en gamme chaque année de joueurs, c'est pas ce profil-là. Parce qu'à 27 ans, tu n'arriveras pas à faire ça. 28 ans en plus, en février. Moi, c'est non. Donc, c'est non, toi aussi? Non, parce que moi je raisonne toujours par rapport au club qu'aujourd'hui on doit s'inspirer de Naples qui achète des joueurs de 22-23, qui les fait briller, qui les revend, et puis chaque année tu vas monter en gamme et tu vas prendre d'autres joueurs. Là, c'est encore un joueur d'utilisation, pas de valorisation. Romain Canuti. Moi, je suis très sceptique. Alors après, on peut avoir de bonnes surprises, attention. Mais je suis très sceptique parce que c'est un mec qui a été recruté par Séville au Mexique cet été. Ça fait que 6 mois qu'il est à Séville. Et si Séville serait d'accord pour le lâcher, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Voilà. Donc moi, là-dessus, je suis très méfiant, ne serait-ce que sur le principe. Très bien. Après, j'ai réussi à le refourguer à mon petit gazon à Sébastien Ruggieri. Pour le principe, c'est qu'il nous intéresse pas. Il aimerait participer à la Coupe du Monde, que Séville va recruter Roque Mesa et qu'il y a embouteillage au milieu de terrain aussi. Donc ces velléités de départ, elles sont aussi liées à la concurrence. Ouais, je sais. Ouais, mais ce qu'a dit Romain, c'est s'il est bon, il joue. S'il est bon, ils n'iraient pas chercher Roque Mesa à Roque Mesa, c'est quand même... Oui, mais s'il est vraiment bon, ils se font... Moi, personnellement, je ne le connais pas spécialement. Donc, on a besoin d'un milieu défensif? Moi, je pense que non. Toi, Zambo, je laisse. Ça ferait pas de mal. Oui, ça ferait pas de mal, c'est sûr, mais voilà, après. Moi, j'aimerais un Nzonzi, tu vois. Alors, pareil, c'est 29 ans, c'est 40 millions la clause. Tu vas pas acheter un Nzonzi, mais. C'est vrai que par rapport à ce que dit Stéphane, il y a peut-être ça aussi. C'est-à-dire que Nzonzi était annoncé sur le départ. Finalement, il y a eu un changement de coach. Nzonzi va rester à Séville. Donc, du coup, peut-être que Guido Pizarro, il se dit, avec dans l'histoire, je vais peut-être le cocu de l'histoire. Mais à ce moment-là, si on reste là-dessus. Et qu'on reste. Est-ce que si le scénario donné par Stéphane est vrai, c'est-à-dire il veut se relancer, il veut être à la Coupe du Monde, il veut jouer, négocie un prêt. Dis-lui, mon garçon, viens en prêt, quitte à mettre une option d'achat derrière. Il faut arriver à trouver l'accord, c'est pas le joueur peut aussi se montrer persuasif avec son club. Prends-le en prêt, ne paye pas une somme folle avec 6 mois de garantie. Tu voulais rajouter un truc, ça sera le mot de la fin. Sur ce qu'a dit Yvan, Nzonzi, ça serait bien. Déjà parce que je le connais très bien, j'ai joué avec Amiens et c'est un super joueur. Franchement, lui il a démontré beaucoup de choses et je l'attendais pas quand il a commencé à mes côtés arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, international. Hein. Oui, et c'est pour ça que je dis c'est très très intéressant. Très bien, messieurs. Lui, je le prends. On le prend. Oui, ça va. Allez, parce que tu connais David Abel. Je le rends Mitroglou. Allez, les questions-réponses tout de suite. Et c'est parti, c'est l'heure des questions-réponses. Qu'est-ce que c'est les questions-réponses, Stéphane Bringuet? Les questions, leurs questions, nos réponses. Très bien, exactement. Leurs questions, les questions de nos téléspectateurs, de nos suiveurs sur le direct de cette émission. Si vous nous regardez en replay, vous le savez, vous pouvez poser vos questions en direct et vous pouvez même les poser, même si vous ne regardez qu'en replay, puisque dans l'après-midi qui précède le talk, vous pouvez les envoyer vos questions. Elles seront diffusées dans cette émission. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ce que je viens de dire. Non. Voilà, ça me rassure. Merci. Mounir, l'OM de cette saison est-il plus forte que l'équipe championne en 2010 ? Assez rapidement, tiens, David. C'est une belle question. C'est une belle question. On va essayer de répondre rapidement, messieurs, aux questions pour en avoir le plus possible. Sûr que non. Sûr que non. L'équipe de 2010 était plus forte que l'équipe de cette année. Mais est-ce que l'équipe de 2010 aurait été championne avec un PSG version Qatari? On parle d'équipe. Moi, je parle pas du championnat. Ouais. Là, tu parles du championnat. Ouais. Je parle de l'équipe. L'équipe est plus forte en 2010. Moi aussi, c'est pareil. Romain? J'ai les mêmes points de vue. Je vous rejoins quand même. Mais après, l'équipe de 2010, tu serais pas champion avec la 2010 dans la compétition de cette année, je suis d'accord. Mais l'équipe, elle est quand même bien plus forte. Est-ce que l'équipe de cette année aurait été championne en 2010, Stéphane? Non. 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 Moi, je pense que oui. Non. Moi, je pense que oui.
On a plus de points à cette période-là, aujourd'hui, qu'en 2010. Voilà. Je dis ça, je place ça comme ça. Ouais. Merci Mounir pour ta question. C'était plus dur en 2010. Compliqué. Oui, c'est vrai. Mounir, merci pour ta question. Quand je jouais, c'était plus. Un débat plus avancé. Pixie Stojkovic, croyez-vous en une arrivée d'ici mercredi? Je me tourne vers Yvan Lemay. C'est possible? Pixie peut-être pour un match jubilé. Non, tu penses que dans le contexte pour un concert, peut-être plus dans le contexte de l'OM, tu penses que c'est possible qu'il y ait un coup qui se fasse? Romain parlait d'un prêt, par exemple, tout à l'heure sur Pizarro. Tu penses que c'est plus vers ça qu'on risque de s'orienter? Il cherchait véritablement pas grand-chose, sauf si vraiment finalement, des opportunités, pour les trouver, il faut les chercher. Est-ce qu'ils les ont cherchées? Je sais pas. Après de l'argent sur des transferts, il n'y en avait pas. Acheter un joueur aujourd'hui pour l'été prochain, c'était pas possible, ils n'ont pas d'argent pour ça non plus. Donc non, je crois pas que... Tu penses moi aujourd'hui, je me battrais pour faire partir Mitroglou et pour prendre Giroud et chez Giroud et lui dire tu as 5 mois à faire chez nous en prêt avec Arsène. La première partie de ta bataille, je pense qu'ils la font. Voilà, ils vont peut-être pas chez Giroud, mais le reste, ils le font trop. Tu penses qu'est-ce que tu vois? Tiens, parle-nous déjà mercredi ce qui va se passer, parce que ça y est, on sait. Hein, on va se faire un petit talk des familles de 22 à minuit pour avoir un œil sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Et comme je te le disais la dernière fois, on va aussi regarder du côté de Lyon, du côté de Monaco. On va un peu appeler les rédacs de nos confrères dans le Rhône-Alpes et sur la côte pour savoir un peu comment se passe leur mercato aussi en temps réel, parce que ça peut changer la donne dans cette course à la seconde place. Voilà, avec évidemment une priorité forte à l'Olympique de Marseille. Évidemment. Et au départ de Doria. Donc Mercatalk, Thomas Lemar, si tu peux t'en aller. Mercatalk, la dernière ligne droite, c'est donc 22h minuit en direct mercredi soir, les dernières heures du Mercato. Bonjour Grégory. Grégory, hello, pourquoi Terrier et Dubois préfèrent Lyon à l'OM? D'où vient le problème? Je me tourne vers Yvan parce que je sais que Martin Terrier fait partie des joueurs que tu... Moi j'ai négocié le transfert entre les clubs là, dans cette histoire, mais c'est pas, comment dire, la question elle est pourquoi Terrier et Dubois faire le... Déjà, est-ce que l'OM a fait une proposition à Dubois? Est-ce qu'il y a une proposition à Terrier? C'est le point de départ. Pour que les joueurs puissent dire on a choisi autre chose. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu véritablement de choses concrètes. Ouais, mais tu sais, c'est ce qu'on peut le dire. Le transfert est fait, c'est signé avec Lyon. C'est bon, on peut le dire. Après, malheureusement, arrête, c'est pas beau ça. Après, les deux Olympiques, aujourd'hui, tu t'aperçois que Lyon a un vrai projet de recrutement. Il n'y a qu'un. Parce que tu vois, moi aujourd'hui, Lucas Touzard et un Ndombele, sur le match de PSG qu'on a vu la semaine dernière, je trouve plus fort que Gustavo et notre ami Sanson ou Anguissa. Mariano, c'est autre chose que Mitroglou. Ferlo Mendy, c'est mieux que Kamavi. Ah oui. Là, ça fait un mois qu'il Ferlo Mendy sera vendu en Angleterre plus cher que. Il n'est même pas titulaire, Ferlo Mendy. Ferlo Mendy, comment il s'appelle? Oui, Ferland Mendy. Non, mais celui qu'on a vendu nous, Benjamin. Tu verras qu'il partira pour l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, à ma vie, mais aujourd'hui, on regarde le match qu'il a fait le gamin contre PSG l'autre soir. Ah oui, non. Moi, j'ai pas vu Amavi faire de match comme ça. Amavi, c'est sur toute la saison. Marcelo, c'est plus fort que Rolando, c'est plus fort que Rami, le Brésilien qui zone Besiktas. Plus fort que Rami. Si tu veux, moi quand je regarde le recrutement qu'ils font aujourd'hui, Touzard c'est 2,5 millions, tu vois le prix de Fabinho, et je trouve que Florian Maurice aujourd'hui, la réponse est simple. La réponse elle est simple. Ex-olympien aujourd'hui, Florian Maurice qui a la charge de recrutement, je trouve qu'il fait que des bons coups. Non mais qui recrute bien. Ndombele aujourd'hui, ça doit aller en équipe de France. Ndombele, non mais par contre le travail aujourd'hui, de Florian Maurice. Le travail de Florian Maurice, je suis d'accord, c'est quelque chose. Ils vont pas prendre Payet, Mitroglou et les gars. Maurice il avait démarré, il avait acheté Dejan Lovren, tout le monde s'était foutu de sa gueule parce qu'il avait acheté Dejan Lovren 8 millions en Croatie. Qui joue titulaire à Liverpool aujourd'hui. Ils leur ont vendu 20 derrière à Southampton. Donc c'est un peu sévère ta gestion en tout cas de ta comparaison. Non, ta comparaison c'est le meilleur recrutement. Non mais par exemple Marcelo Rami, je suis désolé, il y a pas tu dis Marcelo est largement supérieur à Rami. J'ai dit à Rolando et à Rami. Oui, Marcelo Morel, est-ce que Marcelo Morel aussi dans le jeu? Parce qu'il n'est pas Morel. Tu vois, Yvan, donc c'est un petit peu qui recrute bien. Ok, mais ils ont 48 points, on a 48 points. En tout cas, Tété hollandais, c'est meilleur que le japonais. Bien sûr, mais Terrier, il est pas. Mais il est titulaire à Tété en ce moment, il refait jouer. Après, tu me demandes Ndombele, Touzard ou Gustavo Sanson, je prends Gustavo Sanson tous les jours. Mais après, chacun son avis. Terrier, il n'y a pas eu d'offre de l'OM, c'est un peu ce que tu nous laisses sous-entendre. Non, Soubizarreta a adoré le profil du joueur.
staff technique, on va dire, du club, mais derrière, ça a été quelle est la discussion économique, qu'est-ce qu'ils demandent à Lille, quoi, parce que moi j'étais chargé de discuter du transfert, et c'était pas possible pour Marseille de payer 11 millions plus 4 millions, donc c'est là que c'est inquiétant quand même, que si on n'est pas capable de mettre 11 millions, 12 millions et des bonus sur un international espoir, quelque part le projet m'inquiète, quoi. Moi je trouve ça cher, mais ça c'est quand tu vois Saint-Maximin qui coûte 10 millions, quand tu vois Sanson qui coûtait 12 millions après sa saison Montpellier qui restait un an de contrat, c'est cher de quoi? Enfin bon, après le problème c'est que pour répondre à la question, parce que il y a aussi un environnement, c'est-à-dire que quand on s'appelle Dubois, quand on s'appelle Terrier, on se sent plus serein d'évoluer quand on est un jeune joueur et de grandir à Lyon qu'à Marseille. Pour l'instant, en tous les cas, c'est encore le cas. Marseille, c'est toujours encore avec l'image. Je sais pas, Lyon, il y a tellement c'est tellement profil de genre idéal, les deux milieux, c'est les petits. Mais Lyon, maintenant, ça marche plus comme ça. C'est-à-dire que Lyon, c'est des joueurs formés au club. Regarde Claudio Beauvu, il s'est dit, je vais préférer Lyon. Il est allé à Lyon, il est tombé. Pour lui, ça n'a pas marché. Je veux l'avis de David Ahmed. Il est tombé. Si je peux finir, il est juste tombé sur tous les mecs de Lyon, qu'en fait du centre de formation de Lyon, et qui ont dit, on reste entre nous. Et si ça se trouve, c'est ce qui va arriver à Dubois et à Terrier, pour Dubois s'il signe à Lyon, c'est qu'il va avoir un jeune du centre de formation de Lyon et ils vont tous jouer, ils vont tous dire on joue avec notre pote. Voilà. Très bien. Vas-y David, tu voulais placer quelque chose sur ce débat. Vas-y. Moi, tout simplement, en répondant à la question, c'est que Lyon travaille mieux que l'OM. C'est tout simplement. Bon, boum. Voilà. À date, oui, mais c'est normal. Moi, je te parle pas en tant que joueur, machin. Le classement, ça n'a rien à voir. C'est qu'il travaille mieux. C'est tout simplement. C'est une réalité aussi. Enfin, je veux dire, ça fait des années que l'organisation. Là, vous avez un professionnel. Ça fait des années que c'est mis en place à Lyon. Nous, c'est un projet qui a 1 an et demi, parce qu'avant, c'était n'importe quoi. Donc là, on commence à construire étape par étape. On va voir où ça va nous mener. Tu penses que Lyon, ils ont acheté Mitroglou? Sérieux? Ils en ont fait ils en ont claqué. Ils ont claqué des Kader Keita, des Ederson, 17 millions. Ils en ont fait des trucs. Il y a combien d'années? Oui. On parle des 2-3 derniers mercato. Sur les 2, ce que veut dire David, sur les 2, 3, 4 derniers mercato, ils sont beaucoup plus cohérents que nous. Donc pourquoi les joueurs choisissent ça? Ils sont sur un cycle de 3-4 ans. Parce que les joueurs le voient ça. C'est comme comparer l'équipe de 2010. L'équipe de 2010, c'était les fruits d'un travail mené sur plusieurs saisons avec des Mamadou Niang, des trucs comme ça. À l'époque, tu demandais à un joueur, je l'ai dit dans certains talks, tu demandais à certains joueurs où c'est qu'ils voulaient jouer. Moi, je joue à l'OM. Bien sûr, ça faisait plus bander en étant vulgaire que d'aller à Lyon. Mais maintenant, voilà, il y a eu du changement. Quand on voit toutes ces choses que Lyon a fait ces derniers temps. Attention quand même. Tout a été fait à l'OM ces derniers temps aussi. Mais attention quand même, parce que Dubois, enfin, vous êtes là à se dire c'est bon parce que vous avez lu un article dans la presse dire c'est bon, il a signé à Lyon. Il y a encore le problème ici, c'est que tu as fait du recrutement, si tu vas froidement, tu as fait revenir des mecs que tu avais déjà, ça fait rêver personne, et ils reviennent, ils sont bouillis, et les joueurs que tu as pris de l'extérieur, les étrangers, les machins qui sont censés apporter le plus, ils apportent le moins, ils sont pourris aussi. C'est tout. Donc à un moment, il faut le regarder comme ça. Entre deux, il y a Jordan Amavi et Adil Rami qui sont les meilleurs recrues à leur poste. Luis Gustavo. Luis Gustavo, c'est le meilleur recrutement qu'ait fait l'OM sur les 15 ou 20 derniers championnats. D'ailleurs, c'est le meilleur recrutement sur meilleur brésilien de France. Tu dis ça parce que tu as une moustache. Exactement, c'est Merci messieurs, c'était explosif ces questions-réponses, mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est la fin de cette émission. Juste alors, je rajoute un peu, on a Yvan. Il fait quoi, Sofiane Bouffal? Il peut pas venir parce qu'on parle de côté gauche là. On dit que le côté gauche, il serait bien là, Sofiane Bouffal, Payet, Thauvin, ça serait pas mal, ça, Sanson derrière et tout. Là, on aurait que des techniciens. Là, le fameux degré moindre quand on est obligé de faire jouer au Campos avec Sofiane Bouffal. Enfin, Sofiane Bouffal, c'est pas au Campos. Il fait quoi, Southampton? Ils font jouer avec les Anglais, là, ça va, ils le font pas jouer. C'est un peu plus compliqué pour lui parce que l'entraîneur argentin, le nouvel entraîneur, a changé pas mal de choses. Là, regarde, il fait signer Carrillo, donc il y a un joueur argentin. Bon, c'est un peu. Bref, c'est particulier, mais on en revient toujours au même problème, quoi. Il faut des moyens financiers. Aujourd'hui, tu peux pas arriver et dire on va faire des belles équipes, on va gagner la Champions League si tu mets pas un franc sur le marché. C'est tout. Et aujourd'hui, on en est là ici. C'est qu'il n'y a pas d'argent, même pour un joueur en prêt, voilà, sauf s'il arrive une surprise d'ici mercredi soir. Je le souhaite pour le club. Mais aujourd'hui, je ne les sens pas en capacité financière de faire quoi que ce soit d'ici. Tu as la batterie sur ton portable. Ça veut dire que attention. Si jamais ça arrive. 24h sur 24, c'est une Blackberry, je pas les fun. Merci Yvan d'avoir été avec nous. Bonne fin de mercato. On sait ces 2 derniers jours vont être forcément agités. Comment ça se vit les dernières heures?
T'as des dossiers chauds un peu là, t'as des. Moi, la majorité des dossiers ont été réglés là, donc. Il peut y avoir un ou deux trucs qui se débloquent, mais on s'attend jamais à. Tu sais, tu les as, ça, ces mecs-là où tu es en pression le lundi matin parce que tu as pas fait tes devoirs. Et le mec qui dit non, mais moi j'ai tout fait vendredi soir. Le mercato d'hiver, c'est toujours plus cool. Mais là où il va bosser, j'ai connu ça, c'est à partir de la deuxième partie de saison. Ça va, merci en tout cas. Merci David d'avoir été avec nous également. Merci beaucoup. On va suivre évidemment la fin de saison de Saïf Kawi chez toi du côté de l'Estac de 3. Merci messieurs, à très vite. C'est Stéphane, Romain, toujours un plaisir. On se retrouve messieurs pour, Romain tu le disais tout à l'heure, Mercato avec la dernière ligne droite, les 2 dernières heures du Mercato avec des transferts dans tous les sens, évidemment. Attention, il y a des débats. Des débats dans tous les sens. Avec des rumeurs de transferts dans tous les sens. On sera là et tout ce qui se passera, que ça soit à l'OM ou en Ligue 1, on vous le dira évidemment. Même pour les adversaires de Ligue Europa, tiens. Aussi, voilà. On va s'internationaliser dans ces 2 heures d'émission. Merci messieurs. Et puis il y aura aussi un talk show jeudi pour les fans du talk. Vous inquiétez pas, l'émission de mercredi ne remplace pas celle de jeudi. Vous aurez du Phocéen mercredi et jeudi. On se retrouve donc mercredi pour cette émission. Salut.